Bonjour et bienvenue au webinaire en langue française du WDI, l'organisation mondiale qui défend les droits des femmes basés sur le sexe. Florence, il faut que tu éteignes ta caméra et ton son. L'Organisation mondiale qui défend les droits des femmes basés sur le sexe, tels qu'ils ont été définis dans la CEDEF, la Convention de l'ONU pour l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes. C'est pour cette raison que le WDI est à l'origine de la Déclaration des droits des femmes basée sur le sexe. Parce que les femmes et les filles subissent des violences en fonction de leur sexe et non pas en raison d'un sentiment quelconque qu'elles auraient d'être des femmes et des filles. Notre déclaration, elle compte déjà plus de 39 000 signataires à travers le monde, provenant de 160 pays, et c'est un chiffre qui augmente de 200 signatures par semaine environ. Nous vous invitons à signer notre déclaration à votre tour si ce n'est pas déjà fait. Notre déclaration, elle se compose de 9 articles, parmi lesquels l'article 1 réaffirme que les droits des femmes sont fondés sur le sexe. L'article 3 réaffirme les droits des femmes et des filles à l'intégrité physique et procréative. L'article 8 réaffirme la nécessité d'éradiquer la violence à l'égard des femmes. Et l'article 9 réaffirme le besoin de protection des droits de l'enfant. Aujourd'hui, nous recevons Rada Hatem et Luce Cloutier. Luce Cloutier a fait des études en communication et en anthropologie. Elle a travaillé et vécu pendant près de 20 ans en Afrique et en Asie, et elle est co-autrice du livre Silence, on coupe. Rada Hatem est fondatrice de la Maison des femmes à Saint-Denis. Gynécologue obstétricienne, elle prend en charge les victimes de l'excision. Je vais d'abord donner la parole à Luce Cloutier. Alors bonjour Luce, bonjour Rada. Je donne la parole à Luce. Bonjour, ça me fait plaisir de présenter un peu la situation de ce qui se passe au Québec, la situation sur les mutilations génitales féminines, présenter un état de la situation au Québec, ce qui se passe actuellement. Ce que je vais faire, j'ai préparé un PowerPoint. On va l'utiliser, puis je vais faire assez rapidement pour qu'on puisse après discuter, disons, pour des questions plus précises ou des questions que les personnes auront. Alors, c'est ça, aujourd'hui, il va y avoir, disons, un peu pas une comparaison, mais un état de situation, ce qu'il y a au Québec et ce qui se passe en France. Puis on peut quand même voir qu'il y a une très grande différence là, entre les deux. Bon. Alors, selon l'OMS, pour prendre, disons, je vais présenter un peu globalement, puis ensuite arriver au Québec et au Canada, ce qu'il y a. Alors que on voit qu'il y a plus que 230 millions de filles, de femmes qui sont vivantes aujourd'hui, qui ont subi des mutilations génitales, soit en Afrique, en Asie, au Moyen-Orient, et même on peut ajouter maintenant nos pays, parce que le Québec ou la France, d'autres pays d'Europe, il y a même des groupes où les mutilations ne se faisaient pas, mais maintenant qui sont pratiquées par certains groupes. Alors, la plupart sont pratiquées justement sur des jeunes filles qui sont assez jeunes. Même maintenant, on peut même dire que maintenant, ils sont pratiqués de plus en plus sur des jeunes filles qui sont très jeunes, plus bébés. Et puis, on sait que c'est finalement c'est que ça dépasse, disons, sont une violation des droits humains. Le coût des traitements aussi sont quand même démesurés. Si le traitement des complications médicales sur les mutilations génitales féminines, il coûterait au système de santé, comme ça a été évalué aux États-Unis, plus de 1,4 milliard par année. Alors, un chiffre qui devrait probablement augmenter. Et si des mesures ne sont pas prises ou si les conditions, disons, pour faire abaisser ou faire même arrêter la situation ne se prend pas. Puis enfin, on peut presque dire que c'est des évaluations un peu abstraites en quelque sorte parce qu'on n'arrive jamais à pouvoir compter le véritable nombre de mutilations qui se font partout dans le monde. Alors, au Québec, qu'est-ce qui se passe?
c'est qu'on a des données lacunaires au Canada et au Québec parce que Statistique Canada ne publie pas, puis de toute façon, il n'est même pas en droit de pouvoir évaluer quel est le nombre de mutilations qui se font. Alors, on ne peut pas estimer la prévalence et puis d'agir aussi sur des pratiques qui sont préjudiciables. Et puis, au Québec, on sait que, par exemple, le Conseil du statut de la femme a des témoignages qui indiquent que les jeunes filles peuvent être excisées ici au Québec ou lors de leur visite dans le pays d'origine. Et puis, il y a des médecins aussi qui confirment avoir reçu des demandes de réinfibulation ou qui sont obligés de gérer des situations afférentes, c'est-à-dire que il peut y avoir quelqu'un qui va se présenter en état d'hémorragie ou quoi que ce soit, mais qui doit quand même agir sur la situation. Alors, on ignore sur le plus de 40 000 femmes qui sont immigrantes au Québec sont originaires de pays qui pratiquent les MGF. On ignore combien de ce nombre ont vécu les excisions et les mutilations. Ensuite, combien sont venus au Québec pour fuir la situation d'excision ou des mutilations. Puis, on ignore l'impact aussi de l'immigration sur les perceptions, les pratiques qui peuvent se faire ici dans le pays. Mais ce qu'on sait, c'est que c'est aussi une des raisons de demande de l'immigration qui serait comme en deuxième, en priorité ou en deuxième situation de demande d'immigration pour les personnes qui veulent fuir la situation ou le risque de vivre une mutilation génitale. Euh, Pourquoi est-ce qu'on pense qu'il est important de lutter contre ces pratiques? Bon, c'est pour éviter une violation des droits fondamentaux des filles et des femmes, parce qu'on sait que tout le monde a le droit, basé sur le fait que tout le monde a droit à son intégrité physique et morale aussi. Puis mettre en pratique, on veut aussi mettre en pratique des besoins de prévention et de protection. Puis ensuite, ce qui assure, disons, une mise en place de droits fondamentaux basés sur la non-discrimination et le droit de jouir d'une santé, d'une sécurité et puis d'une meilleure santé possible. Puis aussi, c'est une manière de protéger, d'assurer, de garantir le droit à la protection contre la violence physique, mentale, la non-discrimination et on pourrait tout simplement dire le droit de jouir de la vie. Alors, les conséquences des MGF, tout le monde s'entend pour dire qu'ils ne présentent aucun avantage. Pourquoi retirer des tissus sains? Pourquoi imposer une telle chose à des femmes ou à des fillettes aussi? On sait qu'elles sont préjudiciables pour la santé, puis que les conséquences, elles sont en nombre indéfini, que ce soit à court ou à long terme, pour n'en nommer que quelques-unes. Et puis comme tous les témoignages qu'on en a fait avec les femmes nous prouvent, c'est qu'il y a un état de choc incroyable qui est subi. Ensuite, il y a souvent des questions de saignement, d'hémorragie, sans compter les fièvres, le tétanos, tous les problèmes urinaires, gynécologiques, et puis toutes les lésions aux organes génitaux adjacents qui s'en suivent, et aussi le décès. Alors, c'est fait très souvent. Puis surtout, quand on pense que c'est fait sans le consentement, sans même parfois un avertissement, parce que ça, dans les témoignages que nous avons reçus, les personnes vont nous dire que même c'est parfois même pas leurs parents qui vont décider, c'est quelqu'un de la famille qui va prendre les jeunes filles et puis qui, lors d'une visite ou n'importe quoi, va leur imposer cette situation ou le fait de vivre une mutilation. Alors, ici, bon, juste pour en citer rapidement, des complications à long terme, elles touchent finalement tout le système reproducteur, puis le système, il y a des problèmes urinaires, vaginaux, ou menstruels, enfin, tous les problèmes qui sont liés aux cicatrices, des problèmes sexuels, les problèmes qui peuvent accroître les complications lors des accouchements.
puis qui vont peut-être dans certains cas nécessiter des actes chirurgicaux ultérieurs, ou sans compter aussi les problèmes psychologiques qui peuvent s'en suivre. Enfin, c'est infini en quelque sorte. C'est finalement une atteinte à la vie physique, morale et psychologique des personnes. Alors, qui est-ce qui est exposé au risque? C'est toutes les petites filles entre la petite enfance et l'adolescence et parfois des femmes adultes. Puis on estime à 3 millions le nombre de jeunes filles exposées ou au risque de subir des MGF chaque année. Alors on dit qu'il s'agit finalement d'un problème mondial, puis quelque chose qui existe partout. C'est ça. Alors, l'analyse de la situation au Québec, ce que ça nous démontre, moi j'ai regardé, quand j'ai écrit le livre avec André Yannakapoulos, qui ne peut pas être présente ici ce matin parce que, bon, elle n'est pas bien. Et puis, quand nous avons écrit le livre au Québec sur l'analyse des situations, on peut dire il y a pas de référence, c'est pas, il y a un silence incroyable qui existe sur la situation. Puis il est très difficile de pouvoir amener les gens à discuter ou en parler. Alors, on a travaillé quand même pendant, je ne sais plus combien d'années, 6, 7, 8 ans. On a fait des présentations, des discussions, tout ce qu'on peut imaginer. Puis parfois, on organisait des soirées de discussion, personne ne se présentait. Alors, on arrive sur un tabou incommensurable pour réussir à en parler, tant du côté des personnes immigrantes que du côté des gens au Québec. Tout le monde dit, ah, c'est horrible, il faut pas parler d'une chose pareille. Et puis, la situation continue. Puis, quelle est la situation? Bien, finalement, certaines études, moi, je me suis basée sur une étude qui a été faite ici en 2019 par la table de concertation des organismes au service des personnes réfugiées et immigrantes. Eux qui ont travaillé avec les différents secteurs d'intervention, que ce soit en santé, en éducation, services sociaux, services communautaires, pour avoir un peu une idée globale de la situation. Alors, le point de vue des femmes immigrées aussi ressort, puis elles se disent plutôt désenchantées par rapport à l'absence ou à la quasi-absence de services qui seraient en corrélation avec leurs besoins. Puis elles disent que le Québec, elles affirment que le système ne tient pas compte de leur présence au Québec parce qu'elles se sentent incomprises face à l'information et aux ressources dont elles sont incomprises, mais aussi elles ne reçoivent pas l'information puis les ressources dont elles ont besoin ou auraient besoin. Puis les médecins, selon elles, ne sont pas formés pour intervenir en la matière. Et puis la communauté d'accueil, en réalité, ne connaît pas les enjeux qui sont associés aux mutilations génitales, excisions. Puis, selon elle, les femmes sont exposées à une forme de stigmatisation ou de honte parce que personne, mais enfin, il n'y avait pas d'habitude non plus de voir une situation semblable. Alors, quand il y a eu un peu une enquête là, sur les différents secteurs, puis on avait la même chose, on a trouvé la même chose, nous, en faisant notre enquête là, qui s'est continuée pendant 7 ou 8 ans. Bon, au niveau du secteur de la santé, on voit que c'est vrai, le secteur n'est pas suffisant, les personnels n'est pas informé ou formé, alors ce qui limite la prise en charge tant sur le plan physique que psychologique. Donc, il y a une insuffisance de moyens la- pour assurer les services. Puis même si les complications sont multiples et sont parfois inconnues des médecins, et les femmes, ce qui se passe pour elles, c'est qu'elles hésitent à demander de l'aide parce que toujours, comme j'ai déjà dit, elles se sentent incomprises et démunies face à l'absence de ressources dont elles ont besoin. Quand aux acteurs de protection de la jeunesse, euh, la loi provinciale, évidemment, a comme premier principe d'assurer la protection de tous les enfants au Québec, les enfants qui sont dans des besoins particuliers.
Alors, la loi provinciale ne définit pas cet aspect de la question, puis c'est un travail qui est à peine amorcé au Québec pour traiter de la question. Les personnels interrogés ont avoué manquer d'informations et de connaissances, et de ce fait, il n'y a aucun signalement qui a déjà été fait, disons ce qu'on appelle à la DPJ, la Direction de la protection de la jeunesse. Donc, comme ce qui s'ensuit, il n'y a pas aucune directive spécifique pour soutenir les interventions. Il y a un manque d'action concrète et de conscientisation qui s'ensuit. Alors, puis il y a un tabou et méconnaissance qui sont des obstacles pour surmonter et pour répondre aux besoins des femmes et des enfants. Un exemple concret, il y a 2 ans, à Sherbrooke, dans une garderie, il y a une travailleuse qui a, lors d'un changement de couche, identifié finalement qu'une enfant avait eu probablement une excision ou vécu quelque chose de semblable. La réponse de la direction de la jeunesse, ça a été alors que le premier principe de base pour intervenir, c'est la protection de tous les enfants. Alors, la direction de la protection de la jeunesse a dit, ah, c'est un sujet trop délicat pour intervenir. Fait que là, on continue. Alors, on voit que les tabous et la méconnaissance sont les principaux obstacles pour surmonter, si on peut dire, ou pour répondre aux besoins. Au niveau du secteur communautaire, c'est la même situation. C'est un sujet qui est tabou. Et puis, tous les travailleurs, travailleuses disent, vivent un déficit de connaissances, puis qui existe à tous les niveaux, au niveau de la législation, des ressources, qui sont autant des ressources qui pourraient mettre en connexion tout ce qui se fait au niveau de l'action communautaire et avec les autres secteurs d'intervention, autant la santé, l'éducation et tout le reste. Puis les gens, encore une fois, dans le secteur communautaire, qui est finalement, qui peut être aussi traduit pour les autres secteurs, des besoins qu'ils expriment pour améliorer l'accès des femmes, c'est la même chose, c'est toujours, bon, l'IEC, l'éducation, l'information, la communication, la sensibilisation de la population en général, tant du côté des professionnels de la santé que des populations aussi, des personnes qui sont issus des milieux où ceci se fait, où ces pratiques se font traditionnellement. Puis on considère que tous les services finalement devraient agir de commun accord, mais agir dans la même direction, que ce soit dans la santé, services sociaux, éducation, les services juridiques, puis pour tout ça, pour assurer la formation. Parce que la plupart des personnels dans tous les secteurs vont dire, ceux qui ont acquis une certaine formation ou une connaissance vont dire, bon, moi je l'ai acquis par moi-même parce que je me suis intéressé par des lectures, j'ai été sensibilisé par des personnes que j'ai rencontrées, mais ça ne va pas au-delà. Il n'y a pas une action générale qui est entreprise. Puis dans l'éducation des jeunes, disons au niveau de l'école aussi, qui est un secteur vraiment super important pour intervenir. Là aussi, c'est un phénomène qui est inconnu. Il ne fait l'objet d'aucune information, sensibilisation, prévention ou action. Alors, lui aussi, dans le milieu de l'éducation, n'a pas fait de sensibilisation et de travail sur ce sujet. Et là encore, les personnes intervenantes se disent insuffisamment outillées pour intervenir sur le sujet. Alors, les constats généraux qui se font soit au Canada, c'est que le Canada a une loi qui a été élaborée en 1997 et puis qui interdit et puis qui spécifie que toute intervention qui va en ce sens est complètement interdite par la loi à l'article là, qui est mentionné ici, 273.3. Ensuite, qu'est-ce qui se passe au Canada? C'est que la clandestinité, les actions ou bien ces interventions se font dans la clandestinité. Ensuite, il y a une loi du silence qui prévaut autant parmi les groupes d'immigrants qui pratiquent, dans lesquels se pratiquent aussi les mutilations, ces interventions.
Alors, on constate aussi quand même qu'il y a une énorme violence aussi qui est associée à ces pratiques, qui entraîne des problèmes de santé, moi, qu'on a déjà mentionnés. Puis aussi, le Canada, il y a une non-existence d'offres de chirurgie réparatrice ou une minime. Là, je pense qu'il y a des choses qui sont un peu commencées, mais on n'en parle pas vraiment non plus. Alors, il y a une absence de ressources, évidemment, qui s'ensuit, on peut dire qu'il y a une absence de données qualitatives ou quantitatives quant à la situation qui prévaut au Québec. Cette absence de ressources dans tous les secteurs d'intervention pour assurer la prise en charge des femmes qui sont victimes, alors ça amène, disons, on peut dire que ça entraîne une absence de considération des mutilations génitales et c'est en fait, ça concerne un problème de santé publique. Alors pourquoi les réactions si tardives? Comme je le répète, le manque de données qualitatives et quantitatives quant à la situation qui prévaut au Québec. Ensuite, il y a une absence de ressources pour assurer la prise en charge des victimes. On peut dire aussi que la loi du silence qui prévaut dans les communautés d'origine se répercute au niveau gouvernemental sous prétexte de relativisme culturel ou de respect des coutumes autres. Là aussi, quand on veut essayer de, disons, le tabou, si on peut dire, va des deux côtés, autant du côté des communautés culturelles que voyons, du côté des organisations gouvernementales. Autant, nous, on a essayé de parler, de discuter, d'arriver à quelque chose de concret, mais c'est un silence total, même dans tous les services dont j'ai parlé, en éducation, services communautaires, services sociaux, il n'y a jamais, mais jamais eu aucun cas, aucune dénonciation, si on peut dire, malgré toutes les lois que les gens connaissent. Ils les connaissent très bien parce que c'est celles qu'ils invoquent pour demander de l'immigration au Canada. Alors, les réalités, les conséquences et le manque d'information et de connaissances sur le sujet au Québec, tant pour les travailleurs, la population. La société ne reconnaît pas l'existence des mutilations, excisions comme un problème social. Le silence qui entoure ce sujet explique que la question des MGF, excision, n'émerge pas et demeure non traitée par les professionnels, des professionnels. Puis ils sont perçus encore comme un phénomène qui se passe ailleurs, il concerne les autres. C'est un tabou qui renvoie à des valeurs contestables ou subversives et que plusieurs vont considérer comme étant des pratiques barbares. C'est leur affaire. C'est ce qu'on entend. On parle avec les gens, les Québécois d'origine, qui vont dire, oh, c'est leur affaire, ça se passe entre eux, nous, on n'a pas ce genre d'habitude. Bon, disons, c'est ce qu'on entend généralement. Alors, les défis pour les femmes concernées, c'est que le tabou entourant cette question demeure un obstacle majeur, tant des deux côtés, je répète, autant par les populations concernées que par la population québécoise. OK. Ensuite, la méconnaissance du sujet par les professionnels de la santé et des autres secteurs entraîne un manque de services offerts, un manque de considération. Ensuite, pour les personnes qui viennent d'ailleurs, les problèmes de santé physique, psychologique, sexuelle restent non résolus. Puis la pression sociale, le rejet et l'exclusion en sont des conséquences telles qu'exprimées par les personnes qui disent se sentir complètement à part, mal considérées, et puis en plus d'être victimes, mais de se sentir oppressées par la situation. Alors, nous, ce qui pourrait être fait, c'est évidemment, c'est de développer un partenariat, collaboration, mobilisation entre tous les secteurs, favoriser d'adopter une approche holistique, puis un partenariat en collaboration avec tous les secteurs. On ne peut pas isoler un secteur ou n'en favoriser qu'un, tout se tient, que ce soit tant au niveau de la santé, de la justice, de l'éducation, de l'accueil, des services sociaux, des droits à l'intégration, des droits d'asile, des droits à la protection, enfin, tout ça. Puis élaborer
La deuxième solution, c'est d'élaborer une stratégie de collaboration entre les acteurs des différents secteurs, les professionnels des différentes régions, puis aussi en y intégrant les personnes qui sont issues des communautés qui sont concernées. Et puis l'important, c'est de mobiliser autour des enjeux sur les mutilations au Québec afin de conscientiser, sensibiliser, puis utiliser, puis développer des outils d'éducation. Alors, une approche globale et un partenariat devient une solution pour briser finalement tout cet effet de tabou, mais ça demande aussi de mener des enquêtes, comme je répète, au niveau quantitatif, qualitatif, qui permettrait aussi de connaître, d'évaluer la situation qui existe au Québec, d'avoir une meilleure connaissance des conséquences sanitaires, sociales, psychologiques des MGF excision, puis d'entraîner aussi des propositions d'actions qui, pour assurer la prise en charge des personnes mutilées qui vivent aujourd'hui au Québec. Voilà, en gros, c'est pas. Finalement, c'est comme un travail de base qu'il faut assurer, mais il faut vraiment qu'il y ait une action qui soit prise parce que il faut briser le tabou du silence, puis il faut amener les gens finalement à collaborer et puis cesser de protéger finalement des personnes qui peuvent pratiquer ces actes au Québec, mais aussi qui permettent aux gens, par n'importe quel moyen, de pouvoir continuer ces pratiques. Alors, c'est un besoin de protection, il faut vraiment l'assurer. Puis c'est une des choses que le Canada assure généralement aux personnes qui arrivent immigrantes, mais il faut la participation des deux côtés si on veut vraiment arriver à quelque chose pour qu'ils puissent mettre fin à ces pratiques qui sont quand même assez complexes. Voilà, ce que j'ai à faire, c'est une présentation peut-être générale. Après, bon, je vais attendre vos questions. Je ne sais pas si je vais pouvoir répondre à tout, mais c'est ce que je fais pour le moment. Puis là, vous voyez, on va avoir la présentation de Madame Athènes, et puis on pourra discuter après. Merci de votre écoute. Merci Luce. Donc, effectivement, il y a déjà pas mal de questions, mais on va les garder pour la fin. Et maintenant, bah, je vais passer la parole à Rada Hatem, qui va nous faire aussi une présentation et ensuite on passera un temps de questions. Alors bonjour à tous, comme on vous l'a dit, je suis donc ça va, vous voyez mon écran? C'est bon? Oui. OK. Donc, je suis gynécologue obstétricienne, je travaille en France et en écoutant Luce, je me dis que la France, c'est quand même assez différente, du Québec dans son approche et sa prise en charge, des mutilations sexuelles. Alors je Le vais webinaire. vous Bye. présenter de mon côté quelques généralités et puis vous expliquer pourquoi ça me semble différent. Donc, il y a pas de débat, hein, les mutilations sexuelles, c'est une violence, sexuelle, c'est une agression sexuelle faite aux enfants, la plupart du temps, puisqu'en général, ce sont soit de très jeunes enfants, soit des adolescentes que l'on excise. Il est exceptionnel d'exciser une femme adulte. On le voit parfois chez des femmes qui ont pu être protégées par leurs parents de l'excision et pour lesquels, le futur mari a exigé que sa femme soit excisée ou réexcisée s'il estimait qu'elle ne l'était pas suffisamment, mais c'est quand même beaucoup plus rare et comme dans toutes les traditions néfastes que dénoncent, l'OMS et l'ONU, eh bien, ce sont les filles quand même qui sont les plus exposées à ces traditions. Alors en France, on a longtemps dit, tiens, il manque un zéro dans ma diapo, qu'il y avait 60 000 femmes excisées qui vivaient en France et puis depuis quelque temps, on a réajusté ce chiffre à 120 000 et non pas 12 000. Et pourquoi? Parce que, d'autres, travaux ont été menés. Alors ce sont toujours des travaux par analogie, c'est-à-dire on prend le nombre de personnes originaires d'un pays qui vivent, en France et la prévalence de l'excision dans ce pays et on fait un calcul, savant mais qui quand même reste assez approximatif. Alors pourquoi ça aurait autant augmenté? C'est pas qu'on s'est mis à exciser les petites filles à tour de bras en France,
mais c'est parce que du fait de l'immigration, il y a de plus en plus de femmes excisées qui viennent vivre sur les territoires français. Alors bon, je vais passer donc c'est l'étude MSF Préval qui a permis de modifier ces chiffres. Je vous passe, rapidement des dessins pour que vous compreniez. On dit qu'il y a 4 types, d'excision. Les 3 plus connus sont le type pan où on enlève juste le capuchon du clitoris, ça donne ça, une fois cicatrisé. Le type 2, on enlève le capuchon, le bout du clitoris, les petites lèvres et ça donne ça. Et le type 3, on coupe ou on ne coupe pas, mais en tout cas on ferme le vagin. C'est l'infibulation et ça donne ça. Et il est évident que la plus grave, la plus pourvoyeuse de séquelles, ça reste l'infibulation. Et puis il y a le type 4, c'est tout le reste. Alors ça peut être, simplement des petites incisions pour faire semblant d'exciser, sans couper de clitoris. Ça peut être, de découper les petites lèvres comme on voit ici en dentelle, parce que c'est plus joli. Ça peut être, poser des poids sur les petites lèvres pour les étirer, parce que pour d'autres, c'est plus joli d'avoir les petites lèvres étirées. Et en fait, on met dans ce type 4 un petit peu tout. Alors bien sûr, on a ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que, bah, ça a commencé du temps de Pharaon et que peut-être ça s'est, propagé le long du Nil pour, être beaucoup plus, hem, présent dans toute l'Afrique subsaharienne. Mais il n'y a pas que en Afrique, on le verra. Alors juste, les gens ont l'impression d'avoir découvert le clitoris avant-hier, mais c'est pas vrai du tout. Parce qu'on voit dans ce texte, qui date de plusieurs, centaines d'années avant Jésus-Christ, que, on décrivait déjà, le fait que les Égyptiens coupaient l'hypertrophie de la nymphe, et que ça n'est absolument pas une découverte récente. En revanche, on en parle bien sûr depuis, peu de temps. Mais on a aussi trouvé, à Pompéi, une allusion au clitoris qui est là dessiné sur une mosaïque avec cette inscription, «Prends ça dans le clitoris», qui est assez amusante, qu'on peut réinterpréter par: «Je cherche à atteindre le clitoris de Fulvia». Enfin, toujours pour vous dire que le clitoris, c'est pas nouveau. Alors, quelles sont les conséquences? Tu s'en as parlé. En fait, la plus grave évidemment, c'est que les petites filles peuvent mourir tout de suite parce que ça saigne énormément. Un clitoris, c'est très vascularisé comme un pénis et lorsqu'on coupe trop profond, et en général ce sont des exciseuses, donc pas des chirurgiennes, eh bien, il est impossible de cicatriser et la petite fille va mourir d'anémie et ça, il faut s'en souvenir parce que c'est comme ça qu'on a été confronté à l'excision, en France. Mais quand on survit, on peut avoir une vie normale. Il y a des femmes qui ne savent pas qu'elles sont excisées. Il y a des femmes qui découvrent qu'elles sont excisées au 4e accouchement parce qu'une sage-femme leur dit: «Tiens, je vois que vous êtes excisée» et les femmes, répondent: «Ah bon? Mais, tout le monde est comme ça chez moi». Donc il y a aussi cette question de comprendre ce qui vous arrive, qui peut être parfois extrêmement violente et c'est pour ça que c'est très important de savoir comment parler de l'excision aux femmes. Alors je fais juste un petit aparté pour vous parler de la fistule. Je vous ai parlé de l'infibulation qui était le fait de fermer le vagin. Quand on ferme le vagin, c'est le plus ennuyeux parce qu'on dit que l'excision provoque des douleurs des règles et cetera, ce qui n'est pas vrai pour les excisions traditionnelles. C'est vrai quand le vagin est fermé. Quand on ferme le vagin, en général, on laisse un petit trou parce que les anciens avaient bien compris qu'il fallait bien que l'urine s'écoule de quelque part et le sang des règles aussi. Mais comme c'est très fibreux, là, je vous montre juste cette photo, c'est pas pour vous terroriser, mais c'est une femme qui est infibulée, qui essaie d'accoucher et comme tout ça n'est pas souple du tout et ben, le bébé, si on ne fait rien, reste coincé là et ça peut durer des jours et des jours si on n'emmène pas cette femme dans un endroit où il y a des médecins, des soignants. Le problème, c'est que coincé là pendant des jours et des jours, ce bébé risque de mourir. Au bout de 24 heures, il est mort d'ailleurs et puis là, vous voyez, il va appuyer pendant plusieurs heures sur la vessie, sur le rectum, il va entraîner une nécrose et ces femmes vont devenir ce qu'on appelle des fistuleuses, et ça, c'est horrible parce qu'en fait, on fait pipi caca sans s'en rendre compte, il y a plus de sphincter, il y a plus rien. Tout ça est un seul et même carrefour
Et là, je vous ai mis donc, de cette jeune femme qui a été opérée de sa fistule et le temps que sa vessie cicatrise, elle doit porter un seau pour que l'urine aille dans le seau. Heureusement, on peut opérer les fistules. Ce sont souvent des chirurgiens étrangers qui soit accueillent ces femmes, soit vont, passer 15 jours dans des pays d'excision pour opérer à tour de bras. Et c'est très important parce que quand on a ce problème, on sent très mauvais, et ces femmes sont évidemment, les maris répudient, et on les met ensemble, dans une case à l'entrée du village. Alors, ce qui est très important, c'est de savoir comment aborder le sujet parce que, spontanément, on peut dire, «Bah, je n'en parlerai à personne, c'est un secret, c'est un tabou», ou alors, dire: «Tes parents sont des barbares, mais qu'est-ce qu'on t'a fait? Mon Dieu, mais c'est horrible», ou alors: «Oh là là, j'ai jamais vu un sexe comme ça», et ce sont des choses qui ont pu être dites par des médecins, par des gynécos qui n'étaient pas ou peu formés. En revanche, on éduque les médecins, les sages-femmes, les soignants à aborder le sujet sans dramatiser et à parler surtout d'aide et de protection. La Haute Autorité de Santé, qui est une instance, qui, produit des recommandations en France, a publié il y a quelques années, des recommandations, donc que vous pouvez télécharger si ça vous intéresse, sur la prise en charge des mutilations sexuelles féminines par les professionnels de santé et les professionnels de premier recours. Alors, il faut savoir que, comme on a dit aux pays qui pratiquent l'excision: «Vous êtes des barbares, vous coupez les femmes, sans anesthésie, sans antibiotiques, dans des conditions, extrêmement douteuses, d'hygiène», et bien, la réponse a été presque pire que le mal, c'est-à-dire que on s'est mis à médicaliser l'excision. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, on le fait dans un hôpital, on endort la patiente, on met des antibiotiques, tout va bien. Et en fait, tout ne va pas bien du tout parce que quand la patiente dort, on peut couper très profondément et du coup rendre la réparation beaucoup plus difficile et les séquelles beaucoup plus importantes. Et puis médicaliser la chose, c'est, dire quelque part: «Bah, c'est une pratique normale et d'ailleurs elle est faite dans les hôpitaux», et ça, c'est vraiment dramatique. Il y a plein de pays où l'excision est interdite et où pourtant elle continue et où même la médicalisation gagne du terrain, et ça, c'est un vrai, vrai problème. Et évidemment, le plus important de ces pays, c'est l'Égypte. L'Égypte, il y a 20 ans, 92 des femmes étaient excisées en Égypte. Donc ça veut bien dire que c'était toutes les religions, les musulmanes comme les catholiques, comme les juives, elles étaient toutes excisées. Donc ce n'est pas une prescription religieuse, ça on le sait, ça n'est pas dans le Coran, et c'est juste, pour faire peur aux gens qui doivent faire exciser leurs filles. On leur dit: «Ah mais c'est Dieu qui veut», et quand Dieu veut, évidemment, on ne peut qu'obéir. Alors juste pour vous expliquer quelle est la conséquence de l'excision, là, on a, représenté en blanc les 2 branches du clitoris, et cette espèce de patate plate, c'est l'os pubien. Normalement, le clitoris, il est le long du vagin, comme ça, et puis il y a une partie horizontale qu'on appelle le genou et puis le gland qui, sort un peu du corps humain. C'est surtout ce petit bout-là qui dépasse, et la plupart des gens pensent que c'est ça le clitoris, c'est ce petit bout. Alors que pas du tout, le clitoris, c'est tout ça, ça mesure 10 centimètres et ça grossit comme chez l'homme. Quand une femme est excitée, son clitoris se gorge de sang et grossit, mais ça se voit beaucoup moins parce que c'est tout à l'intérieur. Quand l'exciseuse coupe, elle coupe ce tout petit bout. Donc la première chose à dire à une femme qui dit: «Je suis pas une femme, on m'a tout enlevé, je peux rien ressentir», c'est: «Non, on vous a enlevé à peu près 1 de votre clitoris et il vous reste tout ça». Et il y a des femmes qui ont une sexualité normale et des sensations normales tout en étant excisées. Ça n'est pas impossible. En revanche, le trauma qu'on représente le fait d'avoir, eu 4, matrones qui se jettent sur vous, sans rien vous expliquer, qui vous écartent les cuisses et que vous ressentez une douleur super aiguë et que vous saignez et que vous avez mal pendant des semaines, ça, c'est des choses que les femmes n'oublient pas. Sauf quand ça a été fait extrêmement bébé, mais autrement, ce sont des souvenirs qui restent, des cauchemars qui reviennent, et l'acte sexuel, comme il se passe au même endroit, et bien, pour elles, il est très, très difficile qu'il soit source de plaisir. Alors, en quoi consiste la chirurgie? En fait, c'est extrêmement simple. Je vous ai dit que quand on coupait là, bah, le clitoris allait se redresser, on le voit sur, la photo d'avant, et se coller à l'os pubien.
Et nous, chirurgiens, on va réinciser là où il y a la coupure, on va couper l'adhérence de ce clitoris à l'os pubien, ça s'appelle le ligament suspenseur du clitoris, et ça va nous permettre d'abaisser le clitoris. Et de le faire à nouveau réapparaître. Et ça, c'est très important pour les femmes parce qu'elles retrouvent une anatomie un peu normale, alors qu'elles étaient extrêmement lisses. Là, il y a du relief et souvent, elles retrouvent une estime d'elles-mêmes et ça, c'est aussi super important, cette chirurgie. Alors, pour la petite histoire, cette chirurgie vient de l'urologie, vient des hommes qui trouvaient parfois qu'ils avaient un petit pénis. Et les chirurgiens avaient inventé une technique d'allongement du pénis qui consistait tout simplement à couper ce ligament qui, comme pour le clitoris, attachait le pénis un peu trop haut. Et on rallongeait rien du tout, en fait, on coupait le ligament, le pénis tombait un peu plus, les hommes avaient l'impression que c'était plus long, ils étaient très contents. Et ce sont des chirurgiens urologues qui se sont dit, tiens, si on faisait la même chose en cas de clitoris, en cas de clitoris coupé, évidemment. Alors, les complications de cette chirurgie sont rares. Il peut y avoir un saignement, il peut y avoir une infection. Le plus important pour nous, c'est que ce nouveau clitoris peut malheureusement, du fait de cicatrisation très forte, à nouveau être un petit peu réenfoncé, réenfoui. Et ça, pour les femmes, c'est très, très décevant. Et puis, parfois, elles n'ont pas plus de sensations, surtout si elles n'ont pas été accompagnées dans un parcours complet, médical, psychologique, social, sexologique. Et quand on a juste opéré sans rien faire d'autre, eh bien, elles n'investissent pas ce nouvel organe, elles restent bloquées dans leur sexualité. Pour elles, cet endroit, c'est toujours l'endroit du mal. Et donc, c'est comme si on n'avait rien fait. Et donc, elles ont une déception immense. C'est pour ça qu'il ne faut pas opérer trop vite. Il ne faut pas opérer n'importe qui. Il ne faut pas opérer sans préparer. Et les deux autres complications qui nous embêtent un peu, c'est quand une femme avait des sensations et qu'elle en a moins parce qu'on a abîmé des nerfs en opérant, ou quand elles ont mal pendant longtemps. Mais pour ça, on a quand même des traitements assez efficaces. Alors, juste pour vous dire que ça fait très très longtemps qu'il y a des mouvements abolitionnistes et qui sont partis du continent africain, que en France, il y a eu un rapport de Fran Hosken sur les mutilations sexuelles, que si vous avez le courage, si vous aimez la lecture, je vous conseille de lire Ainsi soit-elle de Benoît Groult, qui parle très très bien de l'excision, et ses propos n'ont pas pris une ride, et puis aussi un livre très important, La parole aux négresses de Awatiam. Mais qu'est-ce qui s'est passé en fait en France? C'est ça qui est important. Dans les années 50, 60, des hommes sont venus d'Afrique subsaharienne pour travailler en France. Et puis, dans les années 80, ils ont fait venir leurs épouses pour, comment dire, rapatriement familial, j'ai oublié le mot exact. Regroupement familial, voilà. Et évidemment, quand on fait venir ses épouses et qu'elles ont des enfants, ben, on ramène ces traditions. Et donc, ces petites filles étaient excisées sur le sol français, sur le territoire français, soit par des exciseuses qui vivaient en France, soit certaines familles se cotisaient pour faire venir une exciseuse pour opérer plein de petites filles dans une cité, par exemple. Et au début des années 80, à l'hôpital Saint-Vincent-de-Paul, qui est un hôpital d'enfants, une petite fille est arrivée en grande hémorragie. Enfin, elle était très, très, très anémiée. Et les médecins étaient très inquiets. Et ils ne comprenaient pas d'où elle saignait, cette petite fille. Et après l'avoir examinée sous toutes ses coutures, ils ont fini par lui enlever sa couche. Et là, ils se sont aperçus qu'il y avait une plaie au niveau du sexe. Et les Français ne connaissaient pas très, très bien ce truc. Et donc, ils ont dit au père, mais enfin, qu'est-ce qui se passe? Et il leur a dit, bah, moi, je suis malien, chez moi, on excise. Moi, j'ai excisé ma fille il y a 2, 3 jours. Bon, bah, comme elle n'a pas arrêté de saigner, j'ai fini par vous l'amener. Et puis, la petite fille est morte. Et ça a été une prise de conscience importante pour les médecins français qui se sont constitués partie civile, qui ont déposé plainte, il y a eu des procès. Et puis, au terme de ces procès, les exciseuses ont été mises en prison. Les parents ont eu des peines de prison parfois, et puis des amendes assez importantes. Et la France a fait quelque chose de formidable. Ça a été de former les médecins de PMI. La PMI, c'est la protection maternelle et infantile. Ce sont des lieux gratuits où les femmes et les femmes enceintes et les enfants jusqu'à 6 ans sont vus en consultation. Et pourquoi c'était important de former les médecins? Parce que jusque-là, on n'enlevait jamais la couche des petites filles. Vous savez que pour les petits garçons, on est très inquiet de la taille de leur zizi, de savoir si
leur capuchon est mobile ou pas, on les tripote. Les petites filles, on n'enlève pas la couche. Et donc, on a formé les médecins en leur disant, vous devez examiner les petites filles, voilà ce que c'est qu'un sexe normal. Et c'est pas facile hein, chez une petite fille, parce que tout est tout petit, les petites lèvres sont toutes petites, le clitoris est à peine visible. Et donc, il a fallu se former. Et on a expliqué aux médecins que chaque fois qu'une maman disait je pars au pays avec ma fille, le médecin examinait la petite fille, il disait à la femme, bon, votre petite fille n'est pas excisée, je l'examinerai à son retour. Et sachez que la France punit l'excision, c'est une mutilation, il n'y a pas besoin d'une loi spécifique, il y a déjà des lois sur les mutilations. Donc, je serai obligée de vous dénoncer au procureur de la République. Vous risquez la prison, vous aurez une amende, vous perdrez vos allocations sociales. Et du coup, les gens ont commencé à expliquer à leur famille au pays que bah non, fallait pas couper parce qu'il y aurait des problèmes d'argent. L'argent, ça marche très bien. Et le problème, c'est que ça a déporté le sujet, c'est-à-dire qu'on n'excise plus les petites filles avant 6 ans, parce qu'on sait qu'elles vont être examinées en PMI. Mais après 6 ans, on va plus en PMI, plus personne n'enlève la culotte des petites filles, et là, on peut exciser les petites filles. Donc maintenant, on excise les petites filles un petit peu plus tard, et c'est encore plus dramatique en réalité. Alors, qu'est-ce que c'est que l'histoire des petites cuillères? Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais c'est assez amusant. C'est l'idée de conseiller aux petites filles et aux jeunes filles qui ont entendu dans la famille de leurs parents appeler au pays et dire oh, il va y avoir une super fête pour toi, ma chérie, etc. Voire un mariage, de mettre une petite culotte dans leurs sous-vêtements ce qui fait qu'en passant le portique à l'aéroport, ça sonne et donc elles sont emmenées de côté et elles sont examinées, dans un endroit fermé parce que les filles, on ne les palpe pas devant tout le monde comme les garçons et là, elles peuvent dire à la douanière, en général: «Je ne veux pas partir parce que voilà, je suis menacée d'excision ou de mariage forcé». Et on peut faire aussi autre chose en France quand on sait, quand un professeur, une infirmière ou un médecin sait qu'une petite fille est à risque, on peut le signaler au procureur qui va prononcer une interdiction de sortie du territoire. Donc à l'arrivée à la douane, la petite fille va être interceptée et pour être protégée. Donc tout ça, c'est quand même des choses extrêmement intéressantes. Ce qui fait qu'aujourd'hui, en France, il n'y a pratiquement plus d'excision pratiquée sur le territoire national. Et même, j'ai entendu Luce dire qu'il y avait des médecins qui ont demandé une réinfibulation. Je vous ai montré comment on ne pouvait pas accoucher quand on était infibulé. Il faut couper, il faut désinfibuler. Et certaines femmes, notamment celles qui viennent de pays où la tradition est omniprésente, comme Djibouti, la Mauritanie, vont demander aux médecins de les réinfibuler après l'accouchement. C'est strictement interdit en France. Il y a des pays où on accepte un peu le relativisme culturel et on va peut-être les réinfibler, mais en France, c'est strictement, strictement interdit. Donc, on ne le fait pas. Alors, il y a beaucoup, beaucoup de gens hein, qui s'occupent et qui s'intéressent à l'excision. Nous, on avait créé un petit groupe de partage d'expériences européennes qui s'appelle Kiran Share et on fait des colloques. C'est sûr qu'il faut faire du plaidoyer. Là, je vous ai mis une très jolie campagne contre l'excision à partir de drapeaux européens et avec des fleurs. Il faut absolument arriver à en parler dans les écoles. Moi, quand je fais des interventions scolaires, c'est un sujet que j'aborde systématiquement. À la maternité, quand une femme accouche d'une petite fille qui est excisée, les sages-femmes ont pour mission de lui demander est-ce que vous envisagez de faire exciser votre petite fille? Est-ce que vous savez que c'est interdit en France? Est-ce que vous savez que vous risquez gros? Donc ça, c'est essentiel. Mais moi, j'ai plusieurs dadas. Le premier, c'est mais à qui le crime profite? On dit toujours que, mais oui, on critique l'excision et on stigmatise les hommes alors que ce sont les femmes qui coupent. Les femmes coupent, c'est vrai, ça reste assez étonnant d'avoir subi quelque chose et de le faire subir à sa fille. C'est là qu'on voit combien la puissance de la tradition, combien c'est difficile de quitter une tradition. Et pourquoi les femmes font couper leurs petites filles? Mais parce que les hommes disent: «Je n'épouserai pas une femme qui n'est pas excisée». Et que veut une femme traditionnelle? Bah, c'est que sa fille se marie, fasse des enfants
et une vraie vie de femme, même s'il lui en coûte la douleur de l'excision et toutes les séquelles qui vont avec. Et donc, moi, je dis toujours, si les hommes disaient je ne veux pas épouser une femme excisée, eh ben, je pense qu'on arrêterait d'exciser les petites filles. Et j'ai moi parfois des maris qui traînent leurs femmes. Alors, c'est sympa qu'ils les amènent pour se faire opérer, mais leur motivation, c'est quoi? C'est j'en ai marre de faire l'amour avec un bout de bois. J'en ai marre que ma femme n'ait jamais envie. J'en ai marre qu'elle ne ressente rien. Faites quelque chose. Et parfois, ils s'en servent pour justifier d'avoir des maîtresses, parce que tu comprends, toi, tu veux jamais, ça t'intéresse pas, etc. Alors, à contrario, ce qui est aussi un peu amusant, c'est que, évidemment, on excise les femmes pour qu'elles ne ressentent pas de plaisir, donc, quelque part implicitement, pour qu'elles n'aillent pas voir ailleurs, pour que les hommes soient sûrs d'être les premiers. Ça, c'est surtout l'infibulation. Parce que comment ça se passe, l'infibulation, le premier rapport, l'homme est supposé désinfibuler sa femme avec son sexe, parce qu'il est très puissant, puis s'il ne l'est pas assez, il a le droit de prendre un petit couteau. Donc vous imaginez ce qu'est la nuit de noces pour ces femmes et comment tout plaisir sexuel, même si le clitoris est là, est impossible. Et donc, il y a des femmes qui me disent, bah, comme il ne se passait rien avec mon mari, bah, j'en ai essayé d'autres et d'autres et d'autres. Et donc, on voit bien que cette idée aussi de garder les femmes fidèles est complètement absurde et que les couper n'est pas du tout une bonne idée. Alors, moi, je suis persuadée aussi que ce n'est pas en Europe qu'on va gagner cette guerre, mais sur le terrain. Il y a bien sûr beaucoup de choses sur le terrain. Il y a le comité interafricain qui a été créé en 58. Il y a plein d'associations, Tostan, le GAMS, Equipop, Change. Il y a des pratiques nouvelles, des cérémonies d'abandon, par exemple, qui se développent un peu, c'est-à-dire on fait tout, parce que les gens vous disent, mais vous voulez nous faire renoncer à nos traditions et de quoi vous vous mêlez, etc. Ce qu'on entend encore aujourd'hui dans certaines facs de sociaux, où des étudiants français vont nous accuser, nous, les tout bas blancs, de nous mêler de ce qui ne nous regarde pas, et on leur répond, quand une petite fille est coupée, quelle que soit sa couleur, ça nous regarde. Eh bien, pour contrer, il y a des jeunes femmes qui ont développé ces cérémonies d'abandon, c'est-à-dire qu'on fait tout ce qu'il y a autour de l'excision, la fête, le sari blanc, le feu, les chants, mais on ne coupe pas. Ou alors des choses un peu alternatives où on ne coupe pas, mais on pique, ça s'appelle le picking. On incise un peu, il faut que celle saigne, il faut qu'elle ait un peu mal. Et ce qui est dramatique avec cette pratique, c'est que les femmes ne font pas les petites filles, elles font pas la différence. Elles vont venir nous voir en disant, je sens rien, j'ai pas de désir, j'ai pas de plaisir, c'est parce qu'on m'a tout coupé. Et quand on les examine, en fait, rien n'a été coupé. Et quand on leur dit, mais vous êtes strictement normal, elles tombent des nues et presque, elles nous accusent de mentir, parce qu'elles se souviennent. Il y a eu la cérémonie, elles ont eu mal, elles ont saigné, c'est pas possible. Et ça, c'est juste pour vous dire la puissance de la psyché, c'est-à-dire qu'on ne leur a rien enlevé, et pourtant, elles ne peuvent pas avoir de plaisir. Parce que cette agression qu'on leur a fait subir, pour elles, est déjà beaucoup trop. Il y a une jeune femme formidable, une tribu Maasai qui s'appelle Naïs Lengete, qui, elle, développe énormément ces cérémonies d'abandon, ces alternatives à l'excision et qui a déjà protégé beaucoup de petites filles. Il y a des hommes qui commencent à se mobiliser, Men Speak Out en Belgique, et les hommes disent clairement, les hommes ont un rôle à jouer, mais ils ne le jouent pas. Hélas, ils commencent à se mobiliser, ça c'est une excellente chose. En France, on a eu, du temps de Marlène Schiappa, donc il y a 7 ans, 8 ans, un premier plan d'action national. Bon, mais je vous ai dit ce que je pensais des plans d'action nationaux, je pense que c'est pas exactement comme ça qu'il faut le faire. Et puis, comme l'histoire est un éternel recommencement, en 2025, on a eu un nouveau premier plan national. Bon, tous ces plans, c'est bien, mais en France, on fait déjà beaucoup. Et ce que recommandent ces plans, c'est assez simple. Prévenir, protéger, accompagner. Bon, prévenir en sensibilisant le grand public et en formant les professionnels, bien sûr. Protéger, il faut que tout le monde soit formé, la justice, la police, les médecins, les sages-femmes, on le fait de plus en plus. Et puis, il faut proposer des parcours de prise en charge, comme on fait à la Maison des femmes, où on a justement un parcours dédié à l'excision, où on va examiner les femmes, on va leur expliquer ce qu'elles ont subi, s'il y a des conséquences, lesquelles. On va leur proposer d'être opérées ou pas d'être opérées, mais de rencontrer un psychologue, un sexologue pour parler de leur trauma, pour parler de leur sexualité, pour essayer de progresser. Et on va leur proposer un groupe de parole. Donc,
Je sais pas si vous avez le son. Oui. Vous l'avez, Maïri, le son? Oui, on a le son, oui. Ok, ça c'était juste pour vous montrer un groupe de paroles. Donc, toutes ces femmes elles sont venues. Voilà, je vais arrêter. À la Maison des femmes pour parler de leur excision. Et ensuite, on les réunit, elles en parlent ensemble. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elles commencent par parler de leur excision beaucoup. Et puis petit à petit, en fait, elles parlent de toutes les violences qu'elles ont subies. Parce que c'est très, très rare qu'on ait subi juste l'excision. Souvent, on a eu l'excision, on a eu de la maltraitance infantile, on a eu de l'inceste, on a eu du mariage forcé, on a eu des viols conjugaux, des violences conjugales. Ces femmes ont traversé l'Afrique, ont traversé la Méditerranée, ont perdu des amis, des enfants, ont subi des violences institutionnelles et les violences du parcours migratoire. Donc, c'est un continuum de violences et elles se rendent compte qu'en fait, l'excision est une petite partie de ces violences et que ben, la réparation chirurgicale n'est pas systématiquement le plus important, mais que l'accompagnement global est le plus important. Et ce qu'on propose aussi, c'est beaucoup, beaucoup d'ateliers psychocorporels, parce que comme c'est le corps qui est agressé, le corps doit être réparé. Ça va de l'art-thérapie au jardinage, en passant par le yoga, le karaté, la danse, et le théâtre, etc. Donc, on essaie de leur offrir un parcours le plus complet possible. Alors, quelques petits conseils. NFJM, United to NFJM, c'est une plateforme très intéressante qui développe beaucoup de connaissances et vous avez des quiz pour savoir si vous avez tout bien compris. Sur le site violence.gouv.fr français, il y a un petit film qui s'appelle Bilakoro et puis un outil pédagogique qui permet de voir comment travailler ce film quand on veut le projeter dans des communautés, etc. Il y a plein de choses très intéressantes. Moi, je vous recommande ces deux bouquins qui sont écrits par un médecin et une illustratrice. Le cœur n'est pas un genou qu'on peut plier et la tête ne sert pas qu'à retenir les cheveux. C'est très adapté à des ados. Ça parle mariage forcé, mutilation sexuelle et c'est très très bien fait. Évidemment, Fleur du désert, le film et le livre. Bila Coro, je vous en ai parlé. Le livre de Marie-Jo qui reprend un commentaire d'une de ses patientes noires et où elle avait répondu, mais les blanches aussi, les blanches ne sont pas frigides et Marie-Jo avait dû répondre, bah, elles sont aussi frigides que les autres. Et puis ce très joli film égyptien, Dounia, qui est l'histoire d'une danseuse qui était excisée et qui est extrêmement intéressant. Voilà, je conclurai en disant que ben, beaucoup de gens font un parallèle entre la circoncision, l'excision. C'est pas exactement la même chose, mais dans les deux cas, on va couper des enfants au prétexte de les améliorer. Et si on part du principe que nous avons été créés de manière assez parfaite, je suis personnellement assez surprise de voir qu'on a besoin d'améliorer encore cette perfection. Donc voilà, petit clin d'œil. Keep them that way. Voilà, et ça c'est pour vous montrer toutes les maisons des femmes qu'on a développées sur le territoire français et dans les dom-toms et à Bruxelles. Voilà, j'arrête de partager. On avait dit qu'on s'arrêtait à 19h pour papoter. Merci beaucoup pour ces deux exposés. Il y a beaucoup de questions et beaucoup de réactions aussi à vos interventions. Donc, je vais commencer à poser les questions qui commencent par l'intervention enfin, surtout sur ce qui se passe au Québec, parce que c'est vrai que c'est assez étonnant de voir la différence entre les deux politiques finalement. Parce qu'en France, les médecins, donc si j'ai bien compris, ont l'obligation de signaler, même s'ils n'ont pas encore l'obligation de signaler les violences sexuelles. Par contre, au moins, ils ont l'obligation de signaler les mutilations Sur mineur. sur mineurs. Ouais. Et comment ça se fait qu'au Québec, enfin, qu'est-ce qu'il y a comme loi au Québec? Parce que si on a bien compris, il n'y a aucune obligation pour les médecins de déclarer quoi que ce soit au Québec. C'est une question peut-être pour Luce. Oui, il y a une déclaration qui est obligatoire. Tu sais, quand ils voient quelque chose ou bien quand il y a des demandes qui sont faites de réinfibulation ou des choses semblables. Mais après, quelle est la suite? Je peux pas répondre. Je peux pas vous dire.
quand on a rencontré l'Ordre des médecins du Québec, ils nous disaient oui, on le prend en considération, oui, il y a telle chose qui doit être faite, mais je peux pas vous dire. Parce qu'au Canada, vous voyez, au Québec, ce qui se passe, c'est que les médecins sont payés à l'acte. Alors, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on vérifie? Qu'est-ce que les gens ont déclaré? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qui se fait ou se fait pas? Je peux pas vous le garantir. Mais en tout cas, on entend toutes sortes de choses. Qu'est-ce qui est vrai ou pas? Je peux pas vous le dire. Mais oui, la déclaration doit être faite. Mais dans le moment, comme je vous dis, comme j'ai présenté tantôt au Québec, dans le moment, on voit qu'il y a une ignorance, les gens ne sont pas formés, puis ça se passe à tous les niveaux, autant au niveau de dans tous les secteurs, dans la santé aussi, l'éducation et dans tout le reste. Fait que c'est comme, vous savez, c'est une immigration africaine ou d'ailleurs qui est quand même récente au Québec. Ensuite, il y a une méconnaissance, puis tous les tabous qui existent autour qui font en sorte que, bon, le silence des groupes immigrants, plus le silence aussi qui existe du côté des intervenants, fait que on connaît pas véritablement ce qui existe au Québec, puis il n'y a rien qui est véritablement non plus mis en route ou développé. Il y a des groupes qui existent, un peu plus informels, de discussion ou de rencontres, des choses qui se passent dans ce qu'on appelle les premiers niveaux d'intervention en santé, ce qu'on appelle les CLSC, les centres locaux des services communautaires, qui font parfois des discussions, des groupes, mais c'est tout ce qui existe pour le moment. On est encore à se dire, il faudrait connaître la situation, il faudrait connaître, faire une analyse qualitative, des analyses quantitatives pour connaître véritablement la situation. Ensuite, il y a une autre chose qui existe au Canada qu'il faut mettre en compte, puis qui est véritablement dommage, c'est ce qu'on appelle toute la conception de relativisme culturel. Ça aussi, ça isole les groupes, ça fait en sorte que, bon, on dit aux gens, venez immigrer au Canada, venez vivre ici, mais vivez comme chez vous. Alors que finalement, ceci fait que les groupes, ça fait du communautarisme, les groupes se restent entre eux, il y a peu d'ouverture vis-à-vis les autres, puis une forme d'indifférence aussi qui en découle d'une situation semblable. Alors, sous prétexte, disons, de relativisme culturel, mais tout le reste se fait pas, là, l'action ne suit pas, c'est une des conséquences là, qui peut immédiate qu'on voit. Ensuite, pourquoi les personnes des groupes d'origine n'en parlent pas facilement? Il y a la peur. C'est ce que les personnes nous disent. Elles ont peur d'en parler. Elles ont peur qu'une fois qu'elles vont retourner chez elles, qu'il peut leur arriver quelque chose parce que on refuse d'accepter qu'on mette ça à jour, qu'on puisse en parler parce que ça se continue. Alors, c'est ça, il y a cette peur-là d'avoir des problèmes lorsqu'ils vont retourner chez eux, ou même ici, d'être isolés, d'être mis complètement en dehors de leur groupe. Alors, c'est beaucoup de situations qui expliquent qu'il y a une non-intervention vraiment qui arrive pas à se planifier et à s'organiser facilement. Mmh. C'est intéressant de parler de ce relativisme culturel parce que ça vient vraiment des courants postmodernes qui sont en train d'envahir, enfin qui sont qui prennent vraiment le pouvoir enfin, sur plein de sujets. Et en fait, ce relativisme culturel, il remplace complètement tout ce qu'on a réussi à acquérir au niveau de. Mais on a des droits humains universels C'est avant ça. tout, quoi. Et ce relativisme culturel, il balaye l'humanisme et les droits humains universels. C'est assez terrible. Mais en plus de créer toute une isolationniste, puis ensuite d'une rencontre entre les gens, puis de faire une espèce de, comment je pourrais dire, pas de synthèse, mais de mélange qui pourrait arriver à quelque chose de nouveau, là. Non, c'est ça qui est terrible parce que on voit les répercussions, tu sais. euh,
Quand on pense, par exemple, au cas que j'ai cité tantôt de la travailleuse en garderie à Sherbrooke qui pensait qu'une petite fille a été mutilée, et puis que le service de protection le plus important, le reconnu, légitime, dit, ah, c'est trop délicat pour intervenir. Mais où est-ce qu'elle est la protection des enfants? Où est le respect de la loi? Comment, il faut une intervention qui se passe à tous les niveaux. Autant quand les gens arrivent ici, qui sont nouveaux immigrants, ce serait la tâche de ceux qui les reçoivent de les mettre au courant des lois et d'expliquer, c'est défendu au Canada, on peut pas faire ça, ni le pratiquer ici, ni le faire, ni amener vos petites filles chez vous. C'est défendu. Alors ici, c'est ça, c'est comme communautarisme, c'est ça. Comme on a des groupes africains qui se tiennent ensemble, les autres qui sont ensemble, puis c'est difficile d'amener les gens. Comme par exemple, on devait nous mettre en place un comité justement, puis tout le monde avait dit, bon, on va mettre une Africaine avec une Québécoise. Puis quand ça a été le temps de le faire, mais l'Africaine en question qui devait représenter s'est désistée. Parce que, comme je viens de vous dire, il y a toujours une peur de parler, une peur d'aller à l'encontre des habitudes ou des coutumes qui se font, peur d'être isolé, et même après, comme certaines m'ont dit, même peur après de retourner chez eux dans leur pays. Alors, il y a tout un contrôle, tout un système qui est en place. Qu'est-ce qui se passe exactement? C'est difficile de pouvoir cerner la situation. Par exemple, si une exciseuse vient d'Afrique ou d'ailleurs, on ne le saura jamais. Elle n'a pas besoin d'une table d'opération pour intervenir, pour faire l'excision. Alors, qu'est-ce qui se passe vraiment? C'est silence total. Ouais. Silence, on coupe, qu'on a mis, comme on a écrit. Et du coup, oui, c'est vrai que, hem, c'est intéressant pour moi qui suis en France, en fait, de voir un peu la différence parce que Mhm. si je comprends bien, il y a une question aussi là-dessus, c'est que, les mutilateurs sont, qu'est-ce qu'ils risquent, en fait? Est-ce qu'il y a quelque chose qui dit c'est un crime Ah ou oui, de oui, oui, c'est une loi. C'est une oui, loi qui existe au Canada, des lois au Québec, avec la Ligue des droits et libertés de la personne à tous les oui, niveaux. Oui, c'est là. Oui, oui, c'est marqué. C'est pour ça que je disais comme ça s'est passé en France encore en 1992, je crois, quand il y a eu le premier cas, là, puis on a mis un Malien en prison parce qu'on n'a pas réussi à prouver qu'il y avait vraiment eu un cas oui, d'excision. Alors, c'est la même chose. Comme on aurait peut-être pu, à un moment donné, c'est triste à dire, mais c'est peut-être juste par des moyens coercitifs de cette manière-là qu'on arrive peut-être à faire un peu peur, excusez le mot, là, mais aux autres personnes qui seraient tentées de continuer. Alors, il y a une autre chose aussi. Je sais, par contre, pendant un certain temps, il y a eu des groupes d'hommes qui se sont mis en place au Centrafrica pour discuter, mais leur intervention, jusqu'où ça va, tout ça. De toute façon, moi, je suis convaincu qu'il faut passer par les hommes pour que ça arrête. Parce que tant qu'ils vont l'exiger, ça va se faire. Il y avait au Kenya, le cas d'un exemple, dans un groupement religieux, des hommes ont dit non, on ne veut pas de femmes excisées, c'est fini. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais ça a arrêté. C'est finalement, on va dire couramment, comme tout le monde me donne l'argument, oui, mais ce sont les femmes qui le font, comme disait Rada tantôt. Oui, c'est les femmes qui le font, mais pourquoi? Parce qu'elles sont commandées par les hommes et les contraintes sont trop grandes si elles ne les font pas. Il n'y a personne qui peut arriver à survivre en dehors du groupe quand une femme a peut-être pas souvent d'instruction ou de possibilités ou de travail. Elle peut pas dire non, je le ferai pas, tu sais, parce que elle va être isolée à tous les niveaux, puis elle pourra pas survivre par elle-même, là. Que ce soit en Afrique ou ici, parce que bon, il y a toutes sortes de choses à expliquer, toutes sortes d'écarts, mais euh, tant que les hommes vont le demander, ça va se faire. La preuve, c'est que pendant toute la période du COVID, le nombre de mutilations a augmenté parce que, bon, les gens avaient des difficultés, ne pouvaient plus avoir les moyens de nourrir toute la famille. Bon, ils préparaient leurs filles pour le mariage, comme on disait, c'était l'expression. Alors, on les excisait, ça a augmenté aussi pendant ce temps-là.
Alors, au Québec, on ne connaît pas le nombre, ce qui se fait exactement, comment, et puis c'est très difficile d'avoir la coopération des groupes. Moi, je me rappelle quand on faisait le travail, André et moi, et puis qu'on parlait avec les gens, à un moment donné, il y a des gens qui sont venus vraiment proches d'en parler. Oui, je sais que tel groupe l'a fait, ma voisine l'a fait, mais non, ça s'est jamais déclaré. Alors, c'est difficile de... Mais il faut persévérer, il faut continuer, mais il faut surtout la briser, cette loi du silence, c'est ça surtout. Et puis qu'il y a une confiance qui s'installe, mais qu'il y a une confiance qui s'installe pour qu'on arrête, pour qu'on arrive à pouvoir faire cesser véritablement ces pratiques néfastes. D'ailleurs, il y avait une question sur le terme qu'on utilise. Quelqu'un qui posait une question sur pourquoi on n'utilise pas le terme amputation, parce qu'effectivement, on ampute de quelque chose. Alors, j'ai vu qu'il y avait dans le chat, il y a eu un début de réponse sur dire que c'est une amputation, mais qui n'a pas de visée thérapeutique. Mais est-ce qu'on peut expliquer pourquoi on utilise le terme de mutilation et pas d'amputation? Le Pourquoi terme voilà. anatomique, c'est amputation. Oui. Oui, Mais je pense aussi qu'amputation ne rendrait pas compte vraiment du problème, laisserait penser qu'il y a une raison. Et mutilation est plus fort. Et puis il y a eu un grand débat en France sur, est-ce qu'on va dire mutilation génitale ou mutilation sexuelle? Et finalement, les associations ont plutôt, opté pour sexuelle, pour bien montrer qu'il y avait des séquelles, pas uniquement anatomiques, mais aussi sur la sexualité et cetera et cetera. Donc il y a eu tout un débat, linguistique. oui, Avec la mutilation, c'est ça, on arrive véritablement à... c'est une blessure, c'est quelque chose, c'est comme une attaque, c'est quelque chose que l'on fait volontairement là aussi, qui n'est pas Mmh. nécessaire. Tandis que l'amputation va avoir une connotation de nécessité, d'obligation pour empêcher, pour Ouais, bloquer les thérapeutique. conséquences possibles. C'est ça. ouais. Il y avait une autre question aussi sur les associations qui existent, alors à la fois, en Europe et au Québec, parce qu'il y a les GAMS aussi, enfin en Belgique, mais est-ce qu'il y a d'autres associations, que ce soit en Europe ou Oui, au j'en ai Au cité Québec? quelques-unes, Oui, Oui. Equipop, Excision ouais, Parlons-en, hem, Change, NFJM, il y en a pas mal mais ce qui est plus important, en fait, c'est une coordination. oui, Non, ici, les associations, non, qui vont travailler. Il y en a quelques-unes, mais c'est vraiment très, comme le RAFIC et d'autres. Je ne sais plus quoi ce qui se passe là au Centrafrica. Mmh. C'est assez limité. C'est Très parti. limité. Il y en a dans d'autres provinces, là, je parle du Québec, hein, parce que je sais que dans d'autres provinces, comme en Ontario, il y a quand même, on en parle peut-être dans certains groupes un peu plus ouvertement, mais au Québec, non, c'est pas beaucoup. C'est... On est encore à l'idée de dire, ah, on va faire une recherche qualitative, de recherche quantitative, tu sais, pour avoir le nombre. Oui, c'est important de savoir le nombre, mais moi, j'opterais plus facilement pour qu'on se foute du nombre pour le moment et puis qu'on agisse carrément sur ce qui existe puis qu'on le sache, qu'on bloque toutes les situations. Comme l'été dernier, quelqu'un parlait. euh, un de ses amis travaillait dans une pépinière, puis là, il y a quelqu'un qui arrivait d'Afrique, puis qui disait, tout fier, disait qu'il avait fait exciser ses trois filles. Mais là, moi, j'ai dit où est-ce que c'est, où est-ce que ça se passe, qu'on fasse quelque chose, qu'on voit si c'est vrai pour qu'on puisse déposer une plainte. Parce que c'est triste à dire, mais à un moment donné, il faut faire un cas, un exemple. Puis peut-être que cet exemple-là, finalement, pourrait bloquer les intentions ou les désirs des gens de continuer de pratiquer ces mutilations. Mais il n'y a pas eu de suite. Parce que il paraît que la personne claironnait ça, alors que les lois sont très claires au Canada, au Québec.
Mais pourquoi ils ne sont pas mis en pratique? Qu'est-ce qu'ils font les agents d'immigration? Je ne sais pas. Est-ce qu'ils le rappellent aux gens quand ils arrivent? Je ne sais pas. C'est fou cette histoire de relativisme culturel parce que, Ah oui, en fait, quand on pense enfin, ceux qui pensent le relativisme culturel, c'est chacun fait ce qu'il veut, mais chacun, ouais, mais du coup, ils pensent aux hommes. oui, C'est-à-dire que c'est un petit peu l'équivalent de bah, le père, il fait ce qu'il veut dans sa famille, on va pas intervenir dans les foyers. Là, c'est pareil, en fait, dans chaque culture, les hommes font ce qu'ils veulent de leur femme, en fait. Enfin, c'est ça. c'est vraiment parce que respecter la culture des autres, mais est-ce que les femmes qui subissent ça sont d'accord pour qu'on respecte cette culture? Pas forcément. Alors, on ne sait pas ce qu'on respecte, en fait, en voulant respecter toutes les cultures. Mais oui, enfin, toutes les pratiques culturelles. Mais souvent, quand on pense, disons, on va prendre des couples qui viennent d'Afrique, souvent, les écarts entre les hommes et les femmes, d'instruction, d'éducation, tout ça, sont souvent élevés. Souvent, les femmes vont arriver ici, elles sont isolées aussi dans leur famille ou avec des petits groupes. Et puis, elles souvent, parfois aussi, ne parlent pas la langue. Fait que, vous voyez, il y a beaucoup d'embûches, il y a beaucoup de difficultés pour arriver à les rejoindre aussi. Puis, faut instaurer un climat de confiance. Mais c'est ça, il faut briser tous ces tabous qui existent et puis ces divisions. Puis c'est ça, il faut créer la confiance pour que les femmes se sentent pas un peu comme mises de côté, puis nous on est à part parce qu'on a vécu ça. Euh, on dit, bon, c'est une... Tu sais, pour pas que ça soit uniquement vu comme une habitude barbare, une coutume barbare, là. Il y a une autre question sur la protection des personnes qui dénoncent, parce qu'on a ça sur certaines thématiques, notamment sur la prostitution, c'est prévu. Est-ce que quelqu'un qui va dénoncer, alors que ce soit enfin, faudrait poser la question à la fois pour la France et pour le Québec, est-ce qu'il y a quelque chose qui est prévu pour protéger des éventuelles représailles? Ben, au Québec, par exemple, ça, je sais, oui, il y a une protection des personnes qui vont dénoncer, que ce soit au niveau des services sociaux ou autre chose, il y a une protection qui existe. Et puis, justement, nous, on proposait ça que il y a une possibilité, on disait pas dénoncer, on a changé de mot, là, je me rappelle plus trop par quoi, on a travaillé sur ça parce qu'on trouvait que dénoncer, ça faisait, je me rappelle plus, voyons, qu'est-ce qu'on a mis mais que justement, il y en a une protection qui est là, qui existe, mais il n'y a rien qui se fait. Il n'y a rien. C'est assez étonnant de voir que tant dans le milieu de l'éducation, des services sociaux, des services communautaires, partout, il n'y a rien qui existe. Il n'y a jamais eu un cas, sauf le cas dont je parlais toujours à Sherbrooke, puis qu'on est jugé, non, on peut pas, hein. On peut pas. Comme les gens ont réagi en Europe quand ils parlaient de faire les examens des petites filles avant le voyage et au retour des voyages. Je me rappelle, la réaction dans le temps, c'était, bon, ben, qu'est-ce que vous faites toujours dans nos petites culottes, là, tu sais? Fait que Hmm. là, c'est compliqué. Mais oui, oui, une assurance, parce que les personnes qui le font déjà, il y en a beaucoup de déclarations qui sont faites au ministère, aux Affaires sociales ou ailleurs, mais c'est protégé. Les noms des personnes ne sont pas donnés jamais. Ce serait la même chose pour ça. Et au niveau de la France, est-ce qu'il y a quelque chose qui est mis en place pour protéger quelqu'un qui va dire, qui va signaler, Un signalement, voilà le mot, c'est ça voilà, qu'on voulait. signaler. Oui, Non, non, il n'y a pas aucun cas de personne qui a été agressée pour avoir signalé une excision. non. Oui, C'est d'autant que la plupart du temps, maintenant, elles sont faites ailleurs. oui. Hmm. En fait, les parents vont être... Non, ce qu'il y a en France, je ne sais pas s'il y a la même chose au Québec, mais il y a le fait de pouvoir obtenir l'asile quand on est maman d'une petite fille. Si on a un certificat qui montre qu'on est excisé et un autre certificat qui montre que la petite fille ne l'est pas, les parents sont en droit de demander l'asile pour protéger leur petite fille en disant, voyez bien, si on retourne dans notre famille, c'est tous des exciseurs. Donc, il faut que cette petite fille reste en France. Et la plupart du temps, la petite fille obtient l'asile et les parents obtiennent une protection subsidiaire puisqu'on ne va pas laisser cette petite fille toute seule en France et renvoyer ses parents.
Et normalement, la petite fille doit être réexaminée tous les quelques temps pour s'assurer qu'une fois l'asile obtenu, les parents n'ont pas quand même fait procéder à une excision. Ici, en tout cas, comme je mentionnais là au début, c'est que même si on ignore énormément de choses par rapport aux mutilations et l'immigration, on sait que par contre que c'est le deuxième motif qui est invoqué pour de persécution qui est invoqué pour immigrer ici au Canada. Mm. C'est ça, c'est quand même important là, maintenant qu'on en tienne compte de ce niveau-là. Mais j'espère que tout le reste peut se mettre en branle pour qu'il y ait une action sérieuse qui soit mise, qui soit réalisée, parce qu'effectivement, on le sait que ça existe ici, mais il n'y a personne qui est arrivé à le prouver. Mais on le sait. Oui, Il peut y avoir le silence aussi professionnel. Nous, on proposait dans notre livre que le silence, que le secret professionnel soit débloqué, si on peut dire, soit ouvert. En Belgique, ils l'ont fait. À un moment donné, on a demandé aux médecins ou à d'autres professionnels de briser le silence justement pour arriver à pouvoir éradiquer cette pratique. Ça, c'est une des recommandations, des suggestions que l'on faisait. Briser le silence professionnel. oui. Parce que ça, finalement, j'ai l'impression que c'est un aspect très important de tout le silence qui existe au Québec. Puis comme j'expliquais, comme les médecins sont payés à l'acte, bon, qu'est-ce qui se déroule vraiment, on ne sait pas. Il y a une question sur, alors c'est un petit peu extérieur, mais c'est sur la circoncision qui serait aux États-Unis proposée pour des raisons d'hygiène. Est-ce que c'est quelque chose qui existe dans d'autres endroits? Une circoncision qui Circoncis- serait proposée non pas pour raisons culturelles, mais pour raisons d'hygiène ou médicales. Bah, les États-Unis ont longtemps porté cette mode qui s'est Oui, propagée au Proche-Orient, parce qu'on copie oui, beaucoup ce qui se fait aux États-Unis. Et puis, il y a eu aussi des travaux un peu pas complètement carrés, qui tendaient à montrer que chez les hommes circoncis, on attrapait moins le sida et le transmettait moins. Donc, il y a eu aussi Ouais. une vraie promotion de la d'accord, circoncision hors religion. Mais en fait, tout ça ne tient pas la route. d'accord, d'accord. Par Oui, contre, c'est pour sûr. les mutilations sur les petites filles, là, il y a aucune, ils ont jamais essayé de le justifier par des raisons médicales. Alors, il y a plein de justifications, mais qui sont tout à fait euh, absurde. Par exemple, il y en a beaucoup qui disent, je sais plus si c'est chez les Peuls, les femmes ont quelque chose de masculin, c'est le capuchon du clitoris, les hommes quelque chose de féminin, allez comprendre, c'est le capuchon du pénis, et c'est pour ça qu'on coupe qui est du féminin et du masculin chez l'un et chez l'autre. Bon. Et puis après, c'était soi-disant pour empêcher les femmes d'être violées dans les razzias arabes. Je ne comprends pas bien pourquoi, à moins de les infibuler. L'infibulation, c'est l'expression la plus extrême de la maîtrise du corps. Et ça, on ne peut pas s'en cacher. Oui, oui. Ah Ah oui, ouais. donc cette notion toujours de, il faut absolument que les femmes ressemblent à des femmes et les hommes à des hommes. Enfin voilà, ça reste toujours Oui, mais dans avec une séparation la de. retouche que je veux. Oui, C'est- oui, voilà, avec. Puis c'est toujours sur les femmes que retombe aussi la réputation de la famille, hein. Parce qu'il faudrait jamais dire qu'un jour une femme n'a pas été excisée ou je sais pas quoi, ou qu'il s'est passé telle chose. Des générations plus tard, sa mémoire, on en reparlerait, tout retombe sur la famille. Fait qu'il y a toutes sortes de raisons là, pour les faire, là, dont celle-là, entre autres. En tout cas, il y a beaucoup de raisons, n'importe quelle raison qui les justifie. Et puis, justement, là, vous parlez de la question de la propreté ou quoi, mais ça peut rejoindre la notion que cette pratique doit se faire en hôpital parce que ça va être plus propre, moins dangereux, tout ça. Ce qui a fait que, par exemple, en Indonésie, qui avait aboli la loi qui avait émis une défense des mutilations,
La loi a dû être changée sous les efforts des religieux. Et puis maintenant, oui, je me rappelle un reportage qu'on voyait toutes les petites filles en file là, qui sont là, qui attendent pour être excisées à l'hôpital. Parce qu'on dit maintenant, on va le faire à l'hôpital, c'est bien, c'est propre, c'est pas dangereux, c'est bien fait. Alors, c'était sous la pression des religieux que la loi sur l'excision a changé, qu'elle est revenue encore comme ça. Fait que vous savez, on avance en quelque part, on recule à l'autre place, on stagne. Je ne sais pas, moi, j'ai l'impression que depuis la COVID, qu'il y a des choses qui ont augmenté, Oui. mais c'est pas une raison, disons, pour arrêter de travailler sur le sujet. Et puis même si pour beaucoup de personnes, c'est un tabou, c'est horrible d'entendre parler de ça, tout ça, mais il faut en parler pour que s'en débarrasser, excusez le mot, mais c'est ça, pour qu'on puisse éradiquer en quelque part cette pratique qui ne sert à absolument rien, qui est complètement Oui, inutile et mais néfaste. pardonnez-moi, Luce, mais tant que dans les pays qui la pratiquent, elle reste une vertu. Et je vous rappelle que les femmes qui ne sont pas excisées sont impures. Elles ne peuvent pas parler aux adultes, elles ne peuvent pas toucher la nourriture, elles s'appellent bilakoro. Oui, Et tout, c'est tout ça oui. contre quoi il faut lutter. Mm, Et si une fille n'est pas mariable, c'est aussi la fin du monde, parce que là encore, l'honneur de la famille. Moi, j'avais une amie égyptienne qui mm, disait, l'honneur de ma famille est entre mes cuisses. Et ouais. j'adore cette expression. Oui. Enfin, ça sert à rien, mais ça participe, ça sert quand même à améliorer l'appropriation des femmes par les hommes quand même. Bien sûr. Ça n'a Tout pas à fait. d'utilité selon notre point de vue, mais selon des personnes qui veulent vraiment que les femmes soient la propriété des hommes, là ça peut être assez utile. Bon, bah écoutez, merci à vous deux et vraiment, bah, on arrive à la fin du webinaire. Il y a plein de cœurs et plein de remerciements aussi dans le chat. Donc voilà, merci à vous, merci Rada, merci Luce pour vos présentations. La vidéo va être diffusée sur YouTube dès qu'elle sera montée sur notre chaîne. Donc, enfin, vous tapez WDI francophone ou Nous Femmes et vous tombez sur notre chaîne YouTube. Et vous allez recevoir une invitation par mail pour notre prochain webinaire. Et je vous rappelle encore que vous pouvez signer et partager la Déclaration des droits des femmes basée sur le sexe sur notre site www.womensdeclaration.com, tout attaché. Et encore merci à tout le monde d'être venu et merci à nos invités. À bientôt. Ok, merci. Au revoir.